Commence la présentation. C'est pour vous parler de la spécificité de l'électrocardiogramme en cardiologie pédiatrie, un peu en rapport avec la visite de non-contre-indication sportive. C'est le même topo que celui que j'avais présenté à une soirée de la cardiologie du sport. Donc, si vous avez déjà assisté à ce topo, tant mieux, vous pouvez retourner boire un petit café. De quoi on va parler ce matin? Déjà, le cadre réglementaire, dans quel cas on est amené à faire un électrocardiogramme? Est-ce que oui ou non, il faut réaliser un électrocardiogramme? Après, quand on a décidé d'en faire un, pourquoi le faire? Et c'est quoi qu'on peut trouver sur un électrocardiogramme d'un enfant? Ensuite, je vous détaillerai les électrocardiogrammes normaux chez les enfants, que ce soit dans la petite enfance ou après dans l'adolescence. Après, les modifications normales d'un électrocardiogramme qu'on attend en rapport avec l'activité sportive chez les enfants. Et puis enfin, après, on finira le topo en vous présentant quelques anomalies électriques, des choses qui ne sont pas normales sur un électrode d'enfant. Alors, un petit point réglementaire pour commencer, parce qu'il y a eu des changements sur ce point-là, sur les dernières années. On va parler du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication, et il y a des nouveautés sur ce sujet depuis 2022. Avant, vous savez que c'était obligatoire pour obtenir une licence dans une fédération sportive. Il fallait faire ce certificat médical attestant l'absence de contre-indication tous les 3 ans. Pour les sports en règle générale, et il fallait le renouveler plutôt tous les ans pour les disciplines à contraintes particulières, la plongée, la spéléo, l'alpinisme. Je vous montrerai un tableau qui regroupe toutes les pathologies à contraintes, les sports à contraintes particulières. Depuis 2022, le cadre légal a changé. Alors, depuis 2022, pour les majeurs, il n'y a plus de certificat obligatoire attestant l'absence de contre-indication. C'est les fédérations qui décident si oui ou non un certificat est nécessaire pour la délivrance d'une licence ou pour la participation dans une compétition sportive. Et à quelle fréquence on doit faire ce certificat et qu'est-ce que doit contenir ce certificat, c'est-à-dire quels sont les examens complémentaires indispensables pour avoir le certificat, ça c'est fixé pour la fédération. Donc globalement, c'est complètement déchargé sur les fédérations qui choisissent oui ou non l'obligation ou non d'avoir un certificat et qu'est-ce que doit comporter ce certificat. Chez les mineurs, un peu de la même façon, le certificat médical disparaît, mais il est remplacé par l'obligation de présenter une attestation d'un questionnaire de santé que je vais vous présenter, et il faut que l'ensemble des réponses à ce questionnaire de santé soient négatives. S'il y a une réponse positive sur l'ensemble du questionnaire, alors là, il faut passer par un médecin qui, lui, délivrera ou non le certificat d'absence de contre-indication. Alors, vous verrez, on peut avoir peur que ce certificat disparaisse, etc., mais vous verrez qu'il y a deux choses. Déjà, un, le questionnaire que je vais vous présenter, il est très large, et puis deux, ils disent bien que ça ne se substitue pas aux examens obligatoires chez l'enfant quasiment tous les ans. Alors, le questionnaire, qu'est-ce qu'on y trouve? Pas mal d'antécédents. Ils disent bien que ça doit être rempli par l'enfant. Alors, on s'adresse à l'enfant, en fait, dans les questions. Est-ce qu'il est déjà allé à l'hôpital? Est-ce qu'il a déjà été opéré? Bref, ses antécédents. Les symptômes, et vous verrez ce qui est important pendant les symptômes, c'est que les symptômes, ils sont aspécifiques, mais ce qui doit nous faire tiquer, c'est la survenue des symptômes pendant ou juste après un effort. Toujours pas mal de choses sur les symptômes. Et puis alors là, c'est là où il faut être aidé des parents, c'est les antécédents familiaux, et notamment une maladie grave du cœur ou un décès subi avant l'âge de 50 ans. Ce qui doit bien sûr faire tiquer. Je vous rappelle, une case oui, il faut passer par la case médicale. Tout là, ce dont je viens de vous parler, ça ne concerne pas les disciplines à contraintes particulières pour lesquelles, même depuis 2022, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire obligation de passer par un médecin et de faire un certificat tous les ans. Et les disciplines à contraintes particulières, je vous les ai rappelées là. Ça ne concerne pas non plus les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, il y en a l'ordre de 15 000 en France tous les ans, et eux, ils ne rentrent pas du tout dans ce schéma de suivi-là. Eux, ils sont suivis 2 fois par an par un médecin spécialiste de la médecine du sport. Ils ont au moins un électro 1 fois par an. Ils ont au moins une échographie avant l'âge de 15 ans, et très souvent une épreuve d'effort quasiment tous les ans. Donc, les sportifs de haut niveau sont complètement sortis de l'absence de contre-indication au certificat. Alors en pratique, est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça change des choses, etc. C'est un peu dur pour le savoir parce que c'est tout récent, ça date de 2022. Pour les majeurs, on ne sait pas, ça va dépendre de l'attitude des fédérations et pour l'instant, on n'a pas trop la réponse. On ne sait pas si les fédérations vont être très laxistes ou au contraire si globalement elles vont dire que pour tous les sports, il faudra quand même passer par le certificat et donc dans ce cas-là, ça ne changera pas grand-chose.
Pour les enfants, en tout cas, il y a les certificats, il y a les visites médicales qui restent obligatoires. Le questionnaire, il est très large. Donc, je pense que ça ne change pas grand-chose sur le sujet. Et en tout cas, concernant précisément l'électrocardiogramme, vous savez qu'il y avait une zone de flou avant. On ne savait pas si c'était obligatoire ou pas pour ce certificat d'absence de contre-indication de faire un électro. Ben, on n'en sait toujours pas plus. Dans les nouvelles recommandations de 2022, il n'y a pas un seul mot sur la réalisation ou non de l'électrocardiogramme. Alors, est-ce que oui ou non, il faut réaliser un électrocardiogramme? C'est pas trop le sujet du topo de ce jour. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. En tout cas, encore une fois, en 2022, ils répondent pas à la question. Nous, côté cardiologie, la SFC et les recos européennes, elles n'ont pas changé. C'est pour faire du sport en compétition, un électro tous les 3 ans entre 12 et 20 ans et un électro tous les 5 ans entre 20 et 35 ans. Ça, c'est côté cardio. Côté médecine générale, ils disent que l'électrocardiogramme est un peu long à réaliser, que ça manque de spécificité, qu'il y a un faible niveau de preuve, et finalement, on ne peut pas le recommander de faire un électrosystématique. Ils disent pas qu'il faut pas le faire, mais ils disent qu'on n'a pas assez d'arguments pour le faire en systématique. Vous savez qu'au niveau européen, c'est pas tout à fait coordonné comme prise en charge. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Il y a des pays qui le réalisent beaucoup l'électrocardiogramme systématique pour la pratique sportive des enfants. Il y en a d'autres, par exemple en Australie, qui disent que c'est pas assez spécifique et qu'on n'y gagne pas beaucoup. Globalement, c'est les Italiens qui ont beaucoup publié d'études qui disent que en termes de l'électrocardiogramme est très sensible et beaucoup plus que les antécédents et l'histoire clinique pour dépister des pathologies cardiaques avant la réalisation d'efforts chez les enfants. D'autres pays remettent ça un petit peu en cause. C'est pas le sujet du jour. Nous, en France, on a plutôt l'électrocardiogramme assez facile. Nos sociétés françaises de cardiologie ont plutôt tranché sur le sujet et donc on reste plutôt sur cette attitude-là. Ce qu'on peut dire aux médecins généralistes pour les rassurer, c'est qu'on leur demande pas de faire un diagnostic de haut vol. On leur demande de tiquer sur une anomalie. Alors les anomalies, elles sont plutôt sensibles et pas spécifique. Donc nous, ce qu'on cherche par l'électrocardiogramme, c'est plutôt d'être un peu sensible, de tiquer sur une anomalie, et après pas être spécifique, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de faire un diagnostic de haut vol, on demande juste de tiquer et après de transmettre à un cardiologue ou un cardiopédiatre. C'est un signal qui doit attirer l'intention. Donc c'est quoi qu'on doit rechercher sur cet électrocardiogramme avant de faire la pratique sportive? Eh ben, c'est essayer de dépister les pathologies qui comportent un risque accru de mort subite lors de la pratique d'un sport. Donc ça, vous savez, très classiquement, plus de 35 ans d'essai mort subite au sport, c'est la coronaropathie. Moins de 35 ans, c'est la cardiopathie hypertrophique. Donc moins de 35 ans, en 1, c'est essayer de dépister sur l'électrocardiogramme la cardiopathie hypertrophique. Ça change pas beaucoup. Ça reste la pathologie numéro 1. Après, il y a quand même le dépistage des pathologies qui sont susceptibles de s'aggraver pendant l'effort. Ça, c'est l'exemple type de la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et puis aussi, de faire un électrocardiogramme avant la pratique du sport, c'est aussi juste de rattraper du dépistage systématique de pathologies qui sont pas en lien avec l'effort, mais qu'on peut un peu comme ça attraper de façon systématique. C'est par exemple le Brugada ou par exemple la préexcitation sur l'électrocardiogramme. Alors là, j'intensifie un petit peu ce que j'ai dit sur la diapo d'avant, c'est-à-dire de quoi meurt-on à l'effort. Je vous ai dit, à moins de 35 ans, en grand 1, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Il y a aussi les autres cardiopathies, cardiopathie dilatée, DAVD, mais en 1, la cardiopathie hypertrophique. Il y a aussi les troubles de conduction type préexcitation, Wolff-Parkinson-White, avec le risque de faire de l'AFA à l'effort et du coup, sur un faisceau malin, de faire un trouble du rythme grave. Et puis, il y a quelques canalopathies qui donnent des troubles du rythme à l'effort, le QT long et surtout la tachycardie ventriculaire catécholinergique. En dehors des pathologies rythmiques pures, il y a quand même quelques anomalies aortiques. Donc ça, je vous ai dit, ça, l'électrocardiogramme, il peut avoir un intérêt pour dépister ces cardiopathies-là. Pour le reste, par exemple, les anomalies aortiques, qui sont assez rares chez les enfants, mais qui sont une cause de mort subite à l'effort chez les enfants, l'électro, il sert à rien. Les anomalies coronariennes, il y a par exemple la grande pathologie qu'on aime bien en cardiologie pédiatrique, des anomalies d'implantation des artères coronaires. Ça donne quasiment jamais de signal électrocardiogramme. Donc c'est bien de le savoir, mais en tout cas l'électrocardiogramme systématique, il n'est pas bon pour ça. Pour les séquelles de Kawasaki, ça oui, l'électrocardiogramme peut apporter des petites choses, mais c'est vraiment une pathologie très particulière. En tout cas, pour les anomalies d'implantation, non. Et là, je fais une petite parenthèse. C'est un des intérêts de faire de l'échographie cardiaque systématique chez les sportifs de haut niveau. C'est pour la CMH, bien sûr, mais c'est aussi pour l'anomalie d'implantation. Ça doit faire partie du bilan de base de l'échographie chez les sportifs de haut niveau. C'est voir comment les coronaires sont implantés, parce que c'est une des causes de mort subite. Et encore une fois, on ne le voit pas trop à l'électro, mais on le voit à l'échographie. Puis il y a aussi les obstacles valvulaires type rétrécissement aortique serré. Ça c'est pareil, ça donne pas bien de signal électro.
un peu le même genre de tableau pour vous dire qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'électrosystématique d'un enfant avant la pratique sportive. Bah, en plus de tout ce que je vous ai dit, il y a aussi les troubles du rythme pur, hein, que ce soit les troubles du rythme ventriculaire ou les troubles de conduction type bradycardie et bloc auriculo-ventriculaire. Tout le reste, c'est ce que je vous ai déjà détaillé sur la diapo d'avant. Pour parler d'autre chose de l'électrocardiogramme, quand on voit un petit en consultation et les parents demandent est-ce qu'il peut faire du sport ou pas, il y a quand même d'autres petites choses à faire avant de faire, ou après, ou pendant de faire l'électrocardiogramme. C'est les symptômes. Alors les symptômes, c'est super bien de les rechercher. Juste 2 mots sur les symptômes, ils sont totalement aspécifiques. Malaise, syncope, douleur thoracique, c'est très difficile. Par contre, c'est les circonstances de survenue. Il faut vraiment insister. Si c'est à l'effort ou juste après de l'effort, vraiment, il faut tiquer. C'est quoi les autres éléments de la décision? C'est bien sûr si le petit il a des antécédents personnels cardio-pulmonaires. Alors là, il ne faut pas crier, pousser des cris d'orfraie, avoir absolument peur des antécédents personnels cardio-pulmonaires. Je vous fais juste une diapo pour vous dire que dans la majorité des cas, des enfants qui ont un antécédent de cardiopathie congénitale, ils peuvent réaliser de la pratique sportive. Ce n'est pas le sujet du topo de ce matin, mais je peux quand même vous présenter cette diapo pour vous rassurer un peu. Globalement, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, cardiopathie mineure et asymptomatique. C'est par exemple une petite CIV, une petite CIA, un petit canal artériel, une petite fuite sur une valve, sans aucun retentissement sur les cavités droite ou gauche. Il est suivi par exemple tous les ans ou tous les 2 ans en cardiologie pédiatrie. Nous, on dira absolument aucune contre-indication. Deuxième cas de figure, une cardiopathie plus significative, mais qui a été complètement corrigée. Une correction qui est complète avec un bilan cardiovasculaire qui est normal, c'est-à-dire il a été opéré d'une cardiopathie dans l'enfance et là l'électrocardiogramme est normal, l'échographie cardiaque est normale, il n'y a pas de shunt résiduel, il n'y a pas d'obstacle résiduel. Voilà, c'est pareil, on va dire absolument aucune contre-indication. Et le dernier cas de figure, c'est bien sûr celui-ci qui est le plus difficile, mais qui finalement est un peu rare. C'est quelqu'un qui s'est fait opérer d'une cardiopathie congénitale pour qui il reste des anomalies après la chirurgie cardiaque, par exemple un obstacle et il reste un obstacle, un shunt, mais il reste un shunt résiduel, etc., avec du retentissement cavitaire. Et ben là, effectivement, c'est un problème un peu plus difficile, puis ce sera une décision plus difficile. Mais en tout cas, un petit qui a un antécédent de cardiopathie, soit faible et asymptomatique, soit avec une correction complète, il n'y a absolument aucune contre-indication aux activités sportives. Tout ça pour vous dire que oui, on recherche les antécédents, mais antécédents personnels cardiopulmonaires, ça ne veut pas dire aïe, 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 on le cloue au lit, bien au contraire. Là, bien sûr, dans l'élément de la décision, c'est peut-être le plus important, c'est faire le dépistage familial et bien fouiner dans les antécédents. Ce qui nous importe dans les antécédents, c'est la mort subite chez un apparenté du premier degré, surtout avant 50 ans, un antécédent de cardiomyopathie hypertrophique, un antécédent d'hypercholestérolémie familiale. Ça, c'est des choses classiques, mais j'insiste sur 2 points. C'est très bien d'avoir les parents à la consultation. Alors, on aime bien discuter avec les enfants. Pour les symptômes et tout, on aime bien voir les enfants, parce que les parents, c'est pas eux qui décrivent les symptômes. Donc, les symptômes, c'est les enfants. Par contre, les antécédents dans la famille, c'est bien qu'il y ait les parents, puis c'est bien de pousser les parents dans leur retranchement pour avoir des vrais antécédents. Parce que des fois, il y a des choses qui traînent dans les dossiers, il y a des choses qui traînent dans les familles, et puis c'est difficile. Et nous, c'est le but de la consultation, c'est de prendre le temps de s'installer et puis pas de laisser traîner des fausses vérités dans les dossiers. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur le sujet. Il y a une maman, moi, qui est venue me voir parce que son mari était mort d'une mort subite avec un diagnostic anapathe qui disait cardiomyopathie hypertrophique probable, une anapathe qui avait été réalisée à Lyon. Et donc moi, je vois 3 de ces enfants, ces 3 enfants, pour dépister de la cardiopathie hypertrophique. Et puis en fait, elle m'amène tout le dossier du papa. Dans le dossier, c'était jamais affirmé à l'autopsie que c'était une cardiomyopathie hypertrophique. Et on a fait du coup relire les lames d'anapathe à Lyon 10 ans après, parce qu'aussi en dépistage, on progresse, etc. 10 ans après, ils ont relu les lames et ils ont dit, mais ça, c'est pas une cardiomyopathie hypertrophique. L'histoire, d'ailleurs, nous faisait un peu tiquer parce que le papa avait eu mal en jouant au basket, avait eu mal dans la poitrine et s'était effondré après. Et puis finalement, en relisant la pièce d'anapathe, ils ont retenu une coronaropathie et pas du tout une CMH. Et du coup, nous, coronaropathie, on a plutôt pisté l'hypercholestérolémie familiale chez les enfants. Parce que mort subite sur une coronaropathie, je pense qu'il avait 45 ans, quelque chose comme ça, finalement, ça orientait plutôt vers l'hypercholestérolémie familiale que la CMH. Donc, ça change un peu tout en termes de dépistage et c'est quand même bien important de fouiner ça parce que, encore une fois, c'est pas du tout le même suivi et le même dépistage qu'on proposera.
Pour finir, c'est quoi les éléments qui doivent nous faire décider ou non d'autoriser un enfant à faire du sport? C'est bien sûr quel genre de sport il veut faire et à quelle intensité. Et puis, c'est la durée. C'est sûr que chez un petit qui veut faire 2 heures de sport, contrairement à un ado qui veut faire du sport de haut niveau, ce ne sera pas tout à fait la même chose et la même décision. De façon assez arbitraire, on dit que du sport intensif, c'est plus de 10 heures à plus de 10 ans et plus de 6 heures avant 10 ans. C'est une définition. Alors, c'est pas les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils rentrent dans une filière, etc. Ça, c'est la définition du sport intensif. On ne sait pas bien quoi en faire, mais on est juste un peu plus vigilant. J'ai fini sur la grande introduction concernant tout ce qui entoure la réalisation d'un électrocardiogramme avant la réalisation du sport. Je vais maintenant vous parler tout spécifiquement de l'électrocardiogramme chez l'enfant. Et avant de vous parler d'anomalies, il faut déjà savoir ce que c'est un électrocardiogramme normal chez un enfant. Et pour ça, il faut qu'on parle des différents âges de la vie. Pour savoir c'est quoi un électrocardiogramme chez l'enfant, il faut savoir comment il évolue au fur et à mesure des jours, des mois et des années. Chez un nouveau-né, il y a une grande prépondérance physiologique du ventricule droit sur le ventricule gauche. Donc un électrocardiogramme d'un nouveau-né, il y a une hypertrophie ventriculaire droit et il y a un axe droit et il y a une fréquence cardiaque qui est bien plus élevée. Voilà un électrocardiogramme normal chez un nouveau-né. On voit une fréquence cardiaque assez rapide de l'ordre de 150-170 battements par minute. On voit un axe tout de suite qui est droit, avec un QRS qui est plutôt négatif en D1 et plutôt positif en AVF, donc qui oriente plutôt vers la droite. Et on voit des QRS qui sont très positifs V1, V2, V3 et pas très positifs V5, V6. Donc ça, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite ou la prédominance droite sur la gauche. Dernière petite particularité, chez le nouveau-né, il n'y a pas encore d'onde T négative. Vous savez, après, chez les enfants, il y a des ondes T négatives en V1, V2, V3. Pendant les premières semaines, le premier mois de vie, c'est pas tout à fait anormal de ne pas avoir d'onde T négative en V1, V2, V3. Un autre électrocardiogramme normal chez un nouveau-né, fréquence cardiaque élevée, axe droit, négatif en D1, bien positif en AVF, QRS bien positif V1, V2, V3, pas très positif V5, V6, pas d'onde T négative. Donc ça, c'est un électrode nouveau-né. Comment il va évoluer cet électrocardiogramme? Déjà, la fréquence cardiaque va diminuer. Là, c'est pas à savoir par cœur, mais si vous tiquez sur un électrocardiogramme qu'on vous montre, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal d'être à 150 quand on a 2 mois, sachez qu'il y a des ABAC qui existent et c'est bien de s'y référer en cas de doute. Ensuite, je vous ai dit, les ondes T négatives à la naissance, elles ne sont pas négatives en V1, V2, V3. Elles vont l'être dans les premières semaines de vie. Et ça va persister jusqu'à la puberté. On dit, OK, ondes T négatives jusqu'en V3, V4, jusqu'à 14-16 ans. OK, jusqu'en V3, jusqu'à 12 ans. La dominance droite, elle va devenir gauche. Alors ça veut dire que l'axe droit, il va devenir gauche. Et l'hypertrophie ventriculaire droite physiologique qu'on voit bien avec des complexes positifs V1, V2 et pas très positifs V1, V6, au fur et à mesure des années, va s'inverser. Les QRS vont se négativer V1, V2 et vont se positiver V5, V6. Un électrocardiogramme normal d'un nourrisson de 1 an et demi. L'axe, vous avez vu, c'est normalisé. Cette fois-ci, il est positif en D1, plutôt neutre en AVF, donc là, l'axe, il est proche de 0 degré. Le QRS, il est moins positif en V1, il est plus positif en V6, et les ondes T, là, elles se sont bien négativées V1, V2. Donc un électrocardiogramme parfaitement normal chez un nourrisson d'1 an et demi. Ensuite, en parlant des ondes et des intervalles, les intervalles, ils vont s'allonger petit à petit. Les ondes, elles vont avoir une amplitude de plus en plus grande. Donc l'onde P, elle va avoir une amplitude plus grande. Les QRS, ils vont s'élargir. Et c'est tout à fait classique d'avoir la persistance d'un bloc de branche droit incomplet avec une morphologie RSR' en V1. Pour le QT, vous savez que c'est un petit peu difficile, et notamment il faut toujours le ramener à la fréquence cardiaque avec la formule de Bazette. La formule de Bazette, si la fréquence cardiaque elle est trop haute, on est un petit peu pris en défaut. Donc on dit que la formule de Bazette, elle est valable à plus de 4 jours, on dit presque des fois plus d'1 mois de vie, et surtout, il faut que la fréquence cardiaque elle soit en dessous de 130. Si on utilise la formule de Bazette pour le QT corrigé sur des fréquences cardiaques très hautes, on surestime complètement le QT corrigé, c'est-à-dire à 150 par minute. Un QT à 300 millisecondes sera en QT corrigé à 800 millisecondes ou de cet ordre-là, Donc la formule de Bazette, elle surestime beaucoup les QT corrigés en cas de fréquence cardiaque haute. Il y a d'autres formules à utiliser, mais qui sont pas parfaites, que je vous ai citées ici. Après, sur le QT normal chez l'enfant, c'est les mêmes mesures que chez les adultes.
en dessous de 440, 450 millisecondes. Je vous ai mis là plusieurs tableaux, c'est pareil, il n'y a rien à savoir par cœur, mais si vous avez un doute sur la durée de l'intervalle PR, la durée des QRS, la durée du QT, l'amplitude des QRS, il y a tous des ABAC qui existent sur ces intervalles et ces amplitudes en fonction de l'âge. Je vous en ai mis plusieurs que vous pourrez trouver sur le diaporama. C'est la même chose, hein, pas à savoir par cœur, mais c'est bien de savoir que ça existe et de s'y référer en cas de doute. Un électrocardiogramme normal chez un enfant de 4 ans, cette fois, vous voyez, la fréquence cardiaque, elle a bien ralenti. L'axe, il est parfaitement normal, bien positif D1 à VF. Toujours des ondes T négatives V1, V2. Un QRS qui est quasiment négatif en V1, puis cette fois qui est quasiment exclusivement positif V5, V6. Donc un électrocardiogramme bien normal chez un enfant de 4 ans. Là, je pense que j'ai juste voulu vous montrer les ondes T négatives qui persistent V1, V2, V3. À 11 ans, c'est encore parfaitement normal. Fréquence cardiaque bien ralentie, bien positive D1, VF. Petite question, Benjamin. Oui. En échographie, à cet âge-là, il y aura toujours une prédominance VD ou plus du tout? Alors, la prédominance VD, déjà, elle est quand même bien plus électrique qu'échographique. Hein. Souvent, on la retrouve beaucoup moins en échographie. Enfin, ça, c'est la persistance de chute fœtus. Chute fœtus, à partir du 3e trimestre, il y a une prépondérance qui a été dans. Après, il y a des normes. Il y a des rapports qu'il faut faire. Moi, je me sers surtout de l'anneau optique, de l'anneau pulmonaire, parce que l'être cuspide et l'anneau train, c'est pas très facile à mesurer. Et tu as physiologiquement une prépondérance du ventricle au dernier trimestre. Elles sont en stade vers le 2e. Puis le 3e, c'est. En tout cas, à 10-11 ans, en échographie, il n'y a plus de prédominance des cavités droites. Par la physiologie du ventricule qui assure ce débit quasiment de tout le corps, le ventricule gauche assure que le ventricule. Pour la persistance, sur l'électrocardiogramme, on accepte des signes droits, entre guillemets, jusqu'à 10-12 ans. En échographie, ça régresse plus rapidement. Les voltages, ils sont divisés en deux. Oui, oui. Alors là, c'est une partie un peu plus complexe du topo, c'est-à-dire quelle est l'influence de la pratique sportive sur l'électrocardiogramme de l'enfant. Et ça, je vous dis que c'est assez complexe parce que déjà, des enfants grands sportifs exposés à de l'activité sportive à haute dose, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, savoir exactement comment ça fait modifier l'électrocardiogramme, c'est un peu plus compliqué. Et l'autre chose, c'est que ce qui est très bien décrit chez l'adulte, c'est-à-dire l'hypertonie vagale et beaucoup de modifications en lien avec l'hypertonie vagale chez l'adulte sportif, on le retrouve chez l'enfant non sportif. Donc, savoir si c'est en rapport avec l'activité physique haute dose chez l'enfant ou savoir si c'est juste l'hypertonie vagale un peu classique de l'enfant, ça, c'est une question bien difficile. Bien difficile. Les modifications électriques en lien avec vagale soit chez le sportif ou chez l'enfant. Pardon, un souci des actions. Ils sont tous demandés. Bon. C'est plutôt en lien avec l'hypertonie vagale, des choses qu'on peut retrouver chez le sportif, mais aussi chez l'enfant non sportif. Ce qui rend un peu la difficulté de cette partie-là, c'est bien sûr la bradycardie sinusale, c'est la survenue d'un rythme ectopique, genre jonctionnel, non sinusal, c'est l'arythmie respiratoire qui peut être majeure chez les enfants, c'est un allongement physiologique de l'intervalle PR, et puis c'est la persistance du bloc incomplet droit. Ça, c'est un tableau qui n'est pas décrit en cardiologie pédiatrique, mais dont on peut s'aider. C'est le tableau classique des anomalies électriques chez l'adulte sportif, avec les constatations normales, les constatations limites et les constatations anormales. Vous savez que chez l'adulte sportif, il propose sur l'électrocardiogramme de se référer à ce tableau. Si on a des constatations qui sont normales, on s'en fiche. Si on a des constatations limites, il en faut une seule, ça passe. 2, il faut pousser plus loin les investigations avec échographie et preuve d'effort. Et une constatation ECG anormale, à partir d'une seule, là, non au certificat et il ne faut pas pousser les investigations. Vous allez voir que dans ces constatations que l'on considère comme normales, on en retrouve beaucoup chez l'enfant.
Donc, sur les particularités du rythme cardiaque, qu'est-ce que l'on peut rencontrer de façon très classique? L'arythmie sinusale, c'est très fréquent chez les enfants, c'est très classique chez les enfants en cas de pratique sportive intense. La bradycardie sinusale également, et l'absence d'onde P et la survenue d'un rythme jonctionnel, ou les deux qui alternent, c'est très classique chez les enfants sportifs, c'est en lien avec l'hypertonie vagale, et si on a un doute, ce qu'on peut faire, c'est quelques génuflexions, une mini-épreuve d'effort, refaire l'électrocardiogramme, et classiquement, ça disparaît. Donc sur cet électrocardiogramme-là, on voit une arythmie sinusale assez importante. On dit arythmie sinusale et pas extrasystole-auriculaire, parce que la morphologie de l'onde P, c'est toujours la même. Alors ça, des fois, sur l'interprétation systématique de l'électro, il ne faut pas avoir peur. Des fois, ils disent grande arythmie sinusale extrême, importante arythmie sinusale. L'arythmie sinusale, c'est toujours normal, hein, qu'elle soit grande, extrême, qu'elle fasse peur ou pas. C'est faux. Nous, il faut que ça nous rassure. De l'arythmie sinusale, c'est normal. Le seul petit point de détail, c'est bien sûr que ce soit de l'arythmie sinusale quand même. Donc, je vous conseille de faire des beaux tracés avec des dés de long et puis regarder si la morphologie de l'onde P, c'est bien exactement la même. Après, qu'elle soit marquée ou pas marquée, on s'en fiche complètement. Ça, c'est pas de l'arythmie sinusale, mais c'est ce que je vous disais, un rythme jonctionnel ou un rythme idiojonctionnel accéléré. Vous voyez là, on tique sur l'onde P qui est trop proche du QRS. Donc, cette onde P-là, elle ne doit pas conduire. Puis, petit à petit, elle s'éloigne. Donc, ça, en fait, c'est un rythme sinusal normal avec une onde P qui conduit bien. Là, sur ces tracés-là, l'onde P, elle est trop précoce pour conduire. Et du coup, il faut bien tiquer sur le fait que les QRS sont indépendants de cette onde P-là. Et donc, ça, c'est du rythme jonctionnel ou idiojonctionnel accéléré. Bref, quand l'échappement il est rapide, tout fin comme ça, on s'en fiche complètement. Encore une fois, en cas de doute, on peut essayer de faire accélérer la fréquence cardiaque et vous allez voir que le rythme sinusal, il va coiffer ces QRS-là. Ça, est-ce que c'est pathologique ou non? Vous allez voir que non, c'est un rythme qui est assez classique chez un enfant. Là, c'est PQRS, un rythme sinusal. Et là, pareil, on voit une espèce d'activité auriculaire qui s'approche des QRS, qui n'est plus sinusale. Pour avoir la réponse, il faut aller dans les dérivations inférieures. Toc, toc, toc. Où est-on? D2, D3. Est-ce qu'on a un long en AVF? Là, en D2, on voit que l'activité, voilà, elle est bien plus proche, elle est bien négative. Donc, un rythme qui est plus proche des QRS, qui est négatif, c'est le rythme du sinus coronaire. Négatif en inférieur, avec une conduction auriculo-ventriculaire qui est plus courte, puisque le sinus coronaire se situe plus proche des voies de conduction. Donc, un rythme normal, sinusal normal, qui alterne avec un rythme du sinus coronaire, absolument non pathologique. Là, c'est le même genre d'électro avec, vous voyez, une activité auriculaire négative en inférieur, D2, D3, AVF, une activité négative. C'est pareil, assez rapide, des beaux QRS tout fins, c'est un rythme du sinus coronaire. Donc non pathologique. Sur des anomalies classiques que l'on peut rencontrer chez l'enfant et surtout chez l'enfant sportif, c'est un allongement de l'espace PR, que ce soit un allongement fixe au-dessus de 200 millisecondes qui ressemble à du BAV du premier degré ou un allongement non fixe qui correspond à des troubles de conduction de bas degré, supraventriculaire type BAV du deuxième degré Luciani. C'est non pathologique. On en retrouve souvent chez les enfants. Alors, les petites précautions, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que ça. Et il faut que ça disparaisse à l'effort. C'est toujours pareil en lien avec l'hypertonie vagale. Alors là, c'est juste pour vous montrer un allongement de l'espace PR. Là, en l'occurrence, je pense qu'il faut pousser les investigations parce que l'espace PR, il est à quasiment 400 millisecondes. Donc là, avant de dire qu'il n'y a rien du tout, c'est quand même bien de s'assurer qu'il n'y ait pas une cardiopathie sous-jacente et puis de s'assurer que l'intervalle PR régresse bien à l'effort. C'était juste pour bien qu'on tique sur l'espace PR, mais là, pour le coup, il est plus long qu'un allongement un peu physiologique. Qu'est-ce que, en termes de modification du complexe QRS, qu'est-ce qu'on peut tolérer et qu'est-ce qu'on peut tolérer chez l'enfant sportif? C'est les modifications en amplitude. Alors là, c'est pareil, c'est un paragraphe qui est un peu difficile parce que l'HVG sur les électrocardiogrammes des enfants, c'est assez difficile et notamment l'indice de Sokolov, il n'est pas très bien validé dans la population pédiatrique. Donc c'est sûr, quand il est à 70 mm, il n'y a pas de souci, mais quand on est aux limites de 45-50 mm, c'est un peu difficile
de trancher. Il y a l'indice de Lewis qui est plus difficile à calculer, qui est un peu plus spécifique de la population pédiatrique. Encore une fois, il faut tiquer sur des modifications en amplitude de grande importance. Quand on est aux limites de la définition, on sait pas trop quoi en faire et on a plutôt l'échographie facile pour affirmer ou infirmer l'hypertrophie ventriculaire. Sur le bloc de branche incomplet droit, ça c'est la grande particularité de l'électrocardiogramme de l'enfant. L'aspect RSR', il est absolument non pathologique. C'est très fréquent chez les enfants en dehors de toute cardiopathie et c'est plus fréquent chez les enfants qui font de la pratique sportive intensive. C'est cet aspect-là hein, qu'on retrouve bien, RSR' en V1 ou en V1, V2, absolument aspécifique. Qu'est-ce qu'on peut tolérer en termes de modification du segment ST et de l'onde T? Alors là, vous savez, c'est le grand paragraphe de la repolarisation précoce. C'est un grand classique chez les enfants avec le sus-décalage du point J. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les enfants, encore plus souvent chez les enfants sportifs. Quand on a ce sus-décalage isolé du point J en V1, V2, V3, on parle rapidement de repolarisation précoce et nous, en pratique, on n'en fait rien du tout. Les grandes ondes T, les ondes T, elles peuvent être un peu plus amples et plus positives dans tout le précordium chez l'enfant, notamment chez l'enfant sportif. Et les ondes T négatives, on n'en fait pas grand-chose quand elles sont isolées en D1, en AVR bien sûr tout le temps, et puis en D3 AVF. Pas grand-chose. Là, c'est pour vous montrer un électrocardiogramme, un peu de repolarisation précoce avec cet aspect surélévation du point J en V2, V3, V1, V2, V3. Ça, on pratique un électrocardiogramme comme cela, on le considère comme normal, on n'en fait rien du tout. C'est vraiment très classique chez les adolescents, surtout les garçons, surtout en cas de pratique sportive. Alors maintenant, on en a fini avec les anomalies pas les anomalies, les particularités électriques que l'on tolère chez les enfants et qu'on tolère chez les enfants sportifs. Maintenant, qu'est-ce que l'on ne tolère pas sur un électrocardiogramme qui doit nous faire tiquer et qui doit pousser les investigations? Nous faire pousser les investigations, c'est les troubles de conduction qui sont plus significatifs. Je vous ai dit, hein, jusqu'à BAV2, type Luciani, on ne fait pas grand-chose. Les troubles de conduction de haut degré et surtout ceux qui ne régressent pas à l'effort, bien sûr, que là, on pousse les investigations. Ce n'est pas des choses que l'on accepte. Le grand chapitre très classique sur la préexcitation chez l'enfant. Là, je vous mets un électrocardiogramme de préexcitation très classique pour vous dire que c'est quand même assez fréquent dans la population pédiatrique. C'est pas très fréquent d'avoir des électrocardiogrammes si parlants que cela. Donc, il faut un peu plus fouiner et il faut être très vigilant chez la préexcitation chez l'enfant parce que, un, c'est assez classique et deux, la conduction auriculo-ventriculaire chez l'enfant, elle est parfaite. Et donc, la préexcitation, des fois, elle se voit pas beaucoup. Parce que vous savez que pour voir la préexcitation, il faut qu'il y ait de l'électricité qui passe par la voie accessoire. Mais si la conduction auriculo-ventriculaire, elle est absolument parfaite, on va pas le voir beaucoup. Et chez les enfants, très classiquement, la conduction auriculo-ventriculaire, elle est parfaite. Donc là, c'est un électrocardiogramme très typique. Il y a beaucoup d'électrocardiogrammes qui sont moins typiques. Tout petit rappel qui va paraître très simple pour beaucoup sur la préexcitation. Donc, c'est la présence d'un faisceau de Kent, un faisceau accessoire qui est une voie de conduction auriculo-ventriculaire. Elle a des conductions électrophysiologiques particulières, c'est-à-dire qu'elle peut conduire très bien ou ne pas conduire du tout. C'est-à-dire elle ne filtre pas comme une voie de conduction normale auriculo-ventriculaire. On dit qu'elle est non décrémentielle. Et elle peut conduire dans les deux sens. Et ça, je vous expliquerai comment ça, c'est intéressant en termes de physiopathologie. Donc, elle peut conduire dans le sens antérograde et dans le sens rétrograde. Ça, c'est ce que je vous disais. La préexcitation, il faut être vigilant chez l'enfant parce que des fois, elle n'est pas marquée car la conduction auriculo-ventriculaire est excellente. Il y a deux cas de figure qui nous font découvrir de la préexcitation chez les enfants. C'est soit sur un électrocardiogramme fortuit chez un grand, par exemple dans le cadre d'un électrode de non-contre-indication, et sinon, c'est chez des enfants qui sont symptomatiques. Alors, les enfants, ils sont symptomatiques sous forme de tachycardie jonctionnelle réciproque. Et là, c'est une des tachycardies réciproques. Vous savez, il y a deux mécanismes de tachycardie réciproque. C'est soit la réentrée intranodale, soit le court-circuit entre la voie auriculo-ventriculaire et la préexcitation, que ça tourne dans un sens ou dans un autre, avec un court-circuit entre la voie auriculo-ventriculaire et la préexcitation. Ça, c'est un des cas de figure de découvrir une préexcitation chez les enfants qui sont symptomatiques. Et les symptômes, c'est exactement comme la tachycardie Bouvray, avec la tachycardie par réentrée intranodale, c'est-à-dire des palpitations récidivantes avec souvent, quand on a un électrocardiogramme percritique, un rythme aux alentours de 180-200 par minute. Quand on a un électrocardiogramme
avec une préexcitation, nous, on recherche toujours une cardiopathie sous-jacente. C'est pas très rentable, mais globalement, on le fait toujours. Les pathologies de la cardiopathie congénitale qui sont associées avec la préexcitation, c'est la maladie d'Epstein et c'est la double discordance. C'est les deux sur lesquels il faut être vigilant. Encore une fois, c'est principalement isoler ces préexcitations. Nous, là, ce qui nous intéresse plus, la préexcitation en rapport avec le sport, c'est le risque de mort subite. Alors, pour faire une mort subite en rapport avec un faisceau accessoire, il faut deux choses. Déjà, il faut que l'oreillette passe en FA, parce que si elle passe pas en FA, il n'y a pas de raison de conduire rapidement des choses au ventricule. Et il faut que la voie de conduction accessoire, elle soit bien perméable. Donc, pour faire une mort subite à l'effort, il faut, avoir la possibilité de faire de la FA. Les enfants, ils font pas de FA, sauf les enfants sportifs. Donc, on commence à tiquer quand les enfants, ils commencent à avoir un gabarit un peu adulte et puis ils commencent à faire du sport de façon intense parce que c'est là qu'on commence à faire de la fibrillation auriculaire. Un petit de 3 ans, en dehors d'une cardiopathie, il fera pas de fibrillation auriculaire. Et puis aussi, c'est si sa voie accessoire, eh ben, elle est perméable. Ça, c'est l'électrocardiogramme très classique du supervol, c'est-à-dire une oreillette qui est en FA, un faisceau accessoire qui conduit vite et donc qui conduit quasiment ou vraiment en 1 pour 1 au ventricule. Ce qui doit faire tiquer sur cet électrocardiogramme-là pour le diagnostic, c'est le fait que le rythme soit très large, ne soit pas régulier et soit un petit peu en accordéon, avec des fois des complexes très préexcités, puis d'autres un petit peu moins. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de toutes les préexcitations chez les enfants? Eh ben, pour répondre à cette question, je vous rappelle les deux choses. Est-ce que l'enfant est à risque de faire de l'AFA et est-ce que la voie de conduction est à risque de bien conduire? Alors, il y avait un petit peu des fausses idées avant. On disait les voies de préexcitation chez les enfants, elles disparaissent. Il y en a plein chez les enfants et ils sont symptomatiques sous forme de tachycardie jonctionnelle, tachycardie réciproque, et puis et puis après elles disparaissent. Alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont symptomatiques quand ils sont petits, puis après ils sont plus symptomatiques sous forme de tachycardie réciproque, mais de là affirmer que la voie régresse, la voie accessoire régresse chez tous les enfants, ça c'est complètement faux. Hein. Il faut se sortir de cette idée-là. Il ne faut pas dire, comme on disait il y a 30 ans, une voie accessoire, il y en a plein chez les nourrissons, il n'y en a plus après. Ça c'est faux. Après, ce qui est vrai, c'est que le risque de mort subite en rapport avec une voie accessoire chez l'enfant, il est très faible, voire quasi nul, surtout avant 8-10 ans. Alors ça, c'est super de dire ça, ça rassure, mais de dire quasi nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-uns. Et si vous faites la revue de la littérature, on prend peur parce que tous les ans, il y a une mort subite décrite sur une voie accessoire d'un enfant qui a bien conduit à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Donc il y en a très peu, mais il y en a toujours un ou deux qui traînent. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même, c'est le risque de faire de la FA, et le risque de faire de la FA, il existe quand même chez les enfants qui font du sport. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est de la rigolade, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'explorer la perméabilité antérograde du faisceau accessoire et savoir s'il conduit bien ou pas. On peut s'aider par un Holter ECG, par une épreuve d'effort, et si on voit la préexcitation au repos et on la voit plus à l'effort, on est plutôt rassuré. Je dis que c'est un peu de la rigolade parce que ça peut nous permettre de faire gagner 1 an ou 2 quand on a 6 ans puis qu'on veut attendre l'exploration à 8 ans. Mais on ne pourra pas être rassuré toute la vie avec ce genre de choses. Donc oui, c'est bon à savoir, ça peut nous faire gagner un peu du temps, ça peut faire rassurer un petit coup, mais globalement, ça ne va pas emporter la décision. Ce qui va faire emporter la décision, c'est de faire une exploration électrophysiologique. Et globalement, on a l'exploration électrophysiologique de quasiment systématique et de façon de plus en plus précoce. C'est cette exploration qui va nous dire si oui ou non le faisceau accessoire conduit bien et si oui ou non il faut l'ablater. Alors maintenant, je vous dis ça, il faut le faire de façon systématique, etc. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Je pense qu'il y a deux choses qui doivent nous faire évaluer ensemble les cardiopédiatres et bien sûr les rythmologues, hein, c'est eux qui font ça. C'est quoi qui doit nous faire décider sur l'âge? Je pense qu'il y a deux choses, c'est le gabarit de l'enfant quand même. Si on a des tout petits gabarits, déjà, ils sont moins à risque de faire de la fibrillation auriculaire, moins à risque de faire du sport de haut niveau. Et puis aussi, la procédure sera plus compliquée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en cardiologie pédiatrique, le gros de la procédure, c'est les ponctions fémorales. Faire les ponctions fémorales chez des petits qui font 15 kilos, c'est quand même pas tout à fait anodin. Donc, le gabarit de l'enfant. Et deux,
son appétence à faire du sport et l'intensité avec laquelle il fait du sport. Chez un petit qui a 7 ans, qui a quasiment un gabarit d'adulte, qui est sportif de haut niveau, qui a une précipitation, je pense qu'il faut l'explorer dès 6-7 ans. Chez quelqu'un qui est tout grignet, qui a 10 ans, fait 20 kilos et puis qui fait que de la console et qui a jamais marché dans la rue, on peut peut-être attendre 8-10 ans. Voilà. Je rigole un peu, mais quand on nous dit enfant, nous, des fois, on reçoit des ados qui ont 12 ans, qui ont des gabarits d'adultes, qui n'ont absolument rien à voir avec des enfants de 6 ans qui font 15 kilos. Donc, c'est des questions bêtes, mais c'est vraiment des questions simples à se poser, quoi. Le gabarit et l'appétence au sport, mais globalement, ça doit juste nous faire décider à quel âge on fait l'exploration, et globalement, exploration quasiment systématique. Ça, c'est un tableau qui synthétise un petit peu ça, avec là, la grande partie dont je vous ai déjà parlé, une préexcitation chez un enfant asymptomatique, c'est-à-dire qu'on lui fait un électrocardiogramme, on voit une préexcitation. On met 10 ans, mais en pratique, c'est plutôt 8 ans. Il coule sur le sport à haute intensité jusqu'à 10 ans, 8-10 ans, et à 8-10 ans, de toute façon, on l'explore. Chez ceux qui sont symptomatiques, eh ben, de toute façon, à 8-10 ans, il faudra l'explorer. Avant 10 ans, eh ben, ça dépend un petit peu de quelle façon il est symptomatique. S'il est symptomatique sous forme de tachycardie jonctionnelle, et puis dès qu'il fait le moindre effort, il y a des tachycardies jonctionnelles qui se déclenchent à l'effort. Dès qu'il fait le moindre effort, il se passe en tachycardie. Bien sûr qu'on va lui dire plutôt calme sur les efforts. On va te donner un traitement minute pour calmer les palpitations quand on fait, bien expliquer les manœuvres vagales. Et puis, si tu fais des symptômes tout le temps, bien sûr qu'on va t'explorer un petit peu vite. Ça, cette catégorie-là des patients symptomatiques sur une tachycardie réciproque entre une voie de conduction et un auriculoventriculaire, c'est exactement la même chose que les petits qui font de la tachycardie jonctionnelle par une réentrée intranodale. Il y en a qui sont déclenchés beaucoup par les efforts. Ceci, bien sûr, qu'on aura l'exploration un peu plus rapide, parce que si à chaque fois qu'ils font un effort, ils passent en tachycardie jonctionnelle, ça arrive. Bien sûr qu'à partir de 8 ans, une fois qu'on leur a bien dit pendant 1 ou 2 ans de faire les manœuvres vagales, de prendre un coup de flécaïne ou de bêta-bloquant à chaque fois qu'ils font un effort, bien sûr qu'on aura l'exploration un peu plus rapide. On en finit avec le topo, avec les anomalies de la repolarisation. Qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter sur un électrocardiogramme d'enfant? C'est un sous-décalage du segment ST. Ça n'existe pas sur un électrocardiogramme d'enfant. Donc là, il faut tiquer, il faut pousser les explorations. C'est les anomalies de l'onde T, avec des ondes T qui sont négatives au-delà de V3, V4. Et bien sûr, grande onde T au-delà de V3, V4, il faut tiquer cardiopathie du cœur droit. Cardiopathie du cœur droit, c'est la dysplasie arythmogène du ventricule droit en 1 qu'il faut aller pister. Donc là, électrocardiogramme, enfant de 12 ans, onde T négative jusqu'en V4, rien comme onde T en V5, V6, il faut tiquer un peu et avoir l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque un peu facile. Ça, je vous ai juste mis l'onde epsilon, mais qu'on trouve quasiment jamais. C'était juste pour illustrer la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et si on a des anomalies de l'onde T dans les précardiales gauches, là plutôt cardiopathie gauche. Et c'est quoi les cardiopathies gauches à éliminer chez les enfants? C'est la cardiomyopathie hypertrophique et puis quelques rares cas de cardiopathie dilatée d'un électrocardiogramme extrêmement pathologique, extrêmement typique, des QRS très positifs V5, V6, des ondes T négatives en V5, V6 qu'on ne doit jamais trouver sur un électrocardiogramme d'enfant. Donc ça, c'est un électrode de CMH. Un autre électrode CMH, c'était juste pour vous montrer que quand les QRS dépassent de la feuille, il faut tiquer un petit peu. J'ai encore un tout petit truc sur le QT, mais on en a déjà dit un mot, donc je vais très vite. C'est juste pour vous dire que le QT, c'est pas si facile, que mesurer l'intervalle QT, il y a 2 soucis. C'est à partir de quand je peux appliquer la formule de Bazette, et chez les tout petits, on est bien embêté, je vous l'ai déjà dit. Et puis, deuxième problème, que là, on trouve à tous les âges, c'est qu'est-ce qu'on mesure en fait, parce que les QT, on connaît bien les normes, etc., mais mesurer l'intervalle QT, c'est pas si facile. Des fois, on sait pas quoi mesurer. Est-ce que c'est l'onde T? Est-ce que c'est une onde U? Etc. Où est-ce que ça s'arrête? On dit en pratique qu'il faut aller chercher la dérivation dans laquelle on voit mieux l'intervalle QT et il ne faut pas tiquer que sur la longueur du QT, mais aussi sur la morphologie du QT. Ça, par exemple, vous voyez bien sûr là, on voit bien que le QT il est trop long, mais on voit bien aussi que l'aspect du QT il n'est pas normal avec cette onde T bifide. Ça, c'est bien sûr un électrode de QT long. Toc, 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 ça, j'ai plus trop le temps de vous parler de ça.
Je finis juste le topo sur les extrasystoles ventriculaires. À partir de quand on dit que c'est cool, à partir de quand on s'inquiète un petit peu sur une extrasystole ou 2 extrasystoles ventriculaires sur un électrocardiogramme d'un enfant. Il n'y a pas bien de particularité de la prise en charge de l'hyperexcitabilité ventriculaire chez l'enfant par rapport à chez l'adulte. Une extrasystole ventriculaire isolée sur un électrocardiogramme d'un grand enfant, on tolère. Chez un petit, à partir d'une extrasystole ventriculaire sur un électrocardiogramme, c'est pas tout à fait normal. Et donc, on propose de poursuivre les investigations. C'est quoi poursuivre les investigations? Eh ben, c'est rechercher les critères en faveur du caractère bénin de l'extrasystole. Et ça, je vous dis, il n'y a pas de particularité chez l'enfant que chez l'adulte. C'est quoi les extrasystoles que l'on aime bien? Ben, c'est celles qui surviennent sur un cœur sain. C'est celles qui ont tout le temps la même tête. C'est celles qui ne sont pas répétitives. Donc, quand il n'y en a pas beaucoup, c'est celles qui ont le même couplage, c'est-à-dire qui tombent à la même distance du QRS normal, c'est celles qui sont rares et c'est celles qui disparaissent avec l'effort. Et donc, quand on a une extrasystole ventriculaire chez un tout petit ou 2 extrasystoles ventriculaires à partir, on va dire, de l'adolescence, il faut pousser plus loin les investigations et pousser plus loin, c'est rechercher ces critères-là avec réalisation d'un Holter-ECG, d'une épreuve d'effort, d'une échographie cardiaque. Et de plus en plus rapidement, on a l'IRM cardiaque facile. Alors, je le mets entre parenthèses parce que des fois, faire des IRM cardiaques sur des extrasystoles isolées, ben, on ne sait pas quoi en faire. On a une toute petite zone de fibrose, on est bien embêté. Alors oui, on les réalise de plus en plus rapidement sur des bilans d'hyperexcitabilité ventriculaire. Je le mets quand même entre parenthèses parce que des fois, ça nous embête plus que ça apporte des réponses. Ça, c'est juste un électrocardiogramme pour illustrer les extrasystoles ventriculaires que l'on n'aime pas. Il y a à peu près tous les critères de malignité sur cet électrocardiogramme-là. Vous voyez qu'on voit même pas qu'est-ce qu'il y a de l'extrasystole, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Là, on voit une belle onde P sinusale, donc ça, on se doute que c'est un QRS normal. Tout ça, c'est de l'extrasystole. Vous voyez, elles n'ont pas la même tête, elles n'ont pas le même couplage. Il y en a énormément. Et ça, c'est un électrocardiogramme de tachycardie ventriculaire catécholergique avec parfois des extrasystoles, vous voyez, qui sont bidirectionnelles. Une positive, une négative, une positive, une négative. Ça doit faire tiquer. De toute façon, ça fait tiquer parce que c'est pas les extrasystoles gentils, mais même ça apporte des arguments pour l'électrocardiogramme. Ces ESV bidirectionnels comme ça, surtout s'il y a un contexte dans la famille, etc. C'est les tachycardies ventriculaires catécholinergiques qui surviennent à l'effort, qui sont très graves, qui nécessitent la prise en charge spécifique en cardiologie pédiatrique avec prise de bêta-bloquants, c'est du Corgar à dose bien fixe, des contrôles Holter-ECG, des contrôles d'épreuves d'effort extrêmement stricts. Ça, c'est juste pour finir en disant que, en tout cas, le sport chez les enfants, c'est extrêmement important et qu'on ne peut pas se contenter d'une réponse par oui ou par non. C'est-à-dire, on voit 5 minutes l'enfant en consultation, le sport c'est oui, le sport c'est non. On n'est pas des videurs de boîtes de nuit, il faut être fin et il faut essayer de se mettre à la place des familles. Le bénéfice du sport chez les enfants, c'est majeur, c'est absolument majeur. La dimension psychologique, elle est extrêmement importante. Et tous les sports se ressemblent pas. Donc, la fin d'une consultation, quand on doit discuter du sport avec les enfants, c'est pas oui, non, c'est oui, peut-être, quel genre d'activité tu aimes bien, quel genre d'activité tu pourrais faire, est-ce qu'on se revoit pour en discuter, qu'est-ce qu'on peut...